Le monde circadien sur les traces de Taiga Maya. Écrit et réalisé par Thierry Van Roy, avec la voix de Christine Vanacker. Le vendredi 21 décembre 2012, la Terre entre en collision avec un astéroïde et bascule d'un quart de tour sur son axe, déplaçant le pôle Nord à l'équateur. Un petit village de Iakoutie, en Sibérie orientale, se réveille sous un soleil brûlant et figé au zénith. Tandis qu'aux antipodes, aux confins de l'hémisphère sud, plongés dans l'obscurité, Anton Sakhalin et ses compagnons mayas fuient un Mexique sombre et glacial, à la recherche du soleil disparu. Après 7 années d'errance dans un monde dévasté, les deux communautés se rencontrent au détroit de Bering et y fondent Bering Or, une cité à venir où tout est à réinventer, même l'obscurité. Nous sommes en 2042. Taiga Maya, la petite fille d'Anton, a rassemblé les dernières archives du monde d'avant la collision, celui qu'on appelle maintenant le monde circadien, pour créer une fresque qui raconte en musique, images et récits cet ancien monde où le jour succédait encore à la nuit. Premier épisode. Bering Or, 2042, 30 ans plus tard. Des hommes ont dû survivre à la grande collision. Taiga Maya et ses compagnons en ont plusieurs fois croisé les traces. Une nuit, ils ont même entendu le bourdonnement d'un drone, non loin de Bering Or, leur nouvelle colonie. Du monde d'avant 2012, celui qu'ils appellent maintenant le monde circadien, ils n'ont pas récupéré grand-chose. Juste ce qui pouvait leur être utile. Quelques engins à moteur, encore fallait-il trouver du carburant, des ordinateurs ramassés çà et là, et quelques objets du quotidien. Taiga Maya s'est installée dans un sous-marin échoué au bout de la rue principale. Chaque fois qu'elle redémarre l'ordinateur pour travailler sur le film, elle croise les doigts. La machine gargouille de plus en plus et les pixels morts se multiplient. En 2012, dans les semaines qui ont suivi l'alarme de son logiciel, Anton Nikitievitch, son grand-père, a commencé à archiver tout ce qu'il pouvait. Sur base de ce trésor de données sur la vie d'avant le cataclysme, elle monte un documentaire sur la vie à l'époque du monde circadien, où le jour succédait à la nuit. Par chance, un des compagnons yakoutes avait emporté lui aussi des images étonnantes. Des éleveurs et chasseurs de rennes en action, tous disparus, y compris les animaux. Des lacs gelés sous le soleil. Des gens habillés de fourrure en pleine lumière et qui célèbrent le soleil. Fallait-il que les enfants sachent ce qu'était la vie d'avant 2012 ? Cette question l'obsédait. Pourquoi se lancer dans un travail titanesque, visionner des milliers d'heures d'archives pour monter une œuvre panoramique ? Mel et Terry, issus de la jeune génération de Bering Or, ont plongé avec elle dans la mémoire des Yakoutes et des Mayas réunis par le destin. Pour la bande-son, Taiga Maya leur a demandé de créer du neuf, en s'inspirant des anciennes traditions, à partir des archives et de la mémoire des anciens. Bouts de films, sons d'instruments de musique, contes et anecdotes, échantillons et clips divers. Au moment de la collision, Luna, la grand-mère de Mel, se trouvait au sud du Mexique, dans le Chiapas. Elle travaillait alors avec des musiciens mayas, cherchant à mettre en musique leur conception du monde et leurs histoires de Baktun, les grands rythmes du cosmos. Luna s'était alors installée dans la ville de Palenque.
où elle fit la connaissance d'Anton, quelques mois avant les grands changements. Chapitre 1. Zinacantan, sud du Mexique, juin 2012. Comme chaque nuit, Anton surveille le ciel de son petit observatoire. Un fauteuil râpé, un télescope maison et la tête à des années-lumière. Le village, situé au cœur du pays maya, se trouve dans la zone contrôlée par l'insaisissable sous-commandant Marcos, chef des rebelles zapatistes. Dans le Chiapas, à part les grands axes routiers, les militaires ne contrôlent plus grand-chose. Tout au plus, se contentent-ils de racketter en douce les touristes au point de contrôle routier. Anton avait commencé sa carrière à Mirny, ville de Sibérie construite à côté de la plus profonde des mines de diamants du monde. Ses grands-parents paternels étaient membres du Parti communiste à Minsk, en Biélorussie. Son grand-père portait l'étrange prénom de Villor, acronyme russe de Vladimir Ilitch Lénine, organisateur du mouvement ouvrier. Comme beaucoup de communistes, ils avaient opté pour ces prénoms révolutionnaires juste après 1917. Petit-fils de bolchevique, Anton pouvait s'estimer heureux d'avoir échappé à ces prénoms patriotiques très en vogue. Nikita, le père d'Anton, exerçait la profession de relieur et d'écrivain. Dans les années 30, Staline imposa le réalisme socialiste en art. Nikita se rendit compte qu'il devenait de plus en plus dangereux d'écrire, même de la poésie ou de simples billets. Toutes les disciplines artistiques devaient suivre la ligne du parti et les changements de doctrine étaient incessants. Il arrivait aux artistes peintres de devoir gommer d'une toile monumentale, la nuit, juste avant une exposition, un personnage politique tombé subitement en disgrâce. Beaucoup d'écrivains, de philosophes et de romanciers se résignèrent à écrire essentiellement pour les enfants. C'était moins risqué pour les auteurs et tout bénéfice pour les petits. Nikita aimait raconter que lorsqu'il était gamin, les enfants étaient véritablement gavés à tous les repas. Il fallait être maflu, rondouillard. Il leur était même interdit de courir au risque de perdre du poids. Tout cela n'était pas prescrit dans le capital. Mais l'obésité se révéla un effet secondaire imprévu d'un marxisme triomphant, voulant montrer au monde la santé du paradis soviétique. Une fois adulte, malgré les aléas de l'approvisionnement, Nikita avait toujours du mal à ne pas se remplir la panse. Sous Staline, il était dangereux d'adopter les régimes alimentaires vantés en Occident, sous peine de se faire accuser de cosmopolitisme. Autrement dit, le fait de trouver des qualités à quoi que ce soit de non-russe était mal vu et pouvait conduire au licenciement, à la rétrogradation sociale ou même à la perte de son logement. Ingénieure agronome, Galina, l'épouse de Nikita, avait été affectée à un plan agricole expérimental. Le ministère de l'Agriculture avait imaginé cultiver un ersatz d'EVA en pleine steppe biélorusse. La guerre grondait en Europe et Staline avait grand besoin de caoutchouc pour l'artillerie. Cependant, la variété tropicale choisie demandait beaucoup de soleil et ne s'adapta jamais au climat biélorusse. Peu importe, les apparatchiks avaient assuré à toute l'équipe de production qu'ils seraient envoyés dans les camps s'ils échouaient, eux-mêmes risquant le peloton d'exécution en cas d'échec. L'expérience tourna au fiasco et juste avant la Seconde Guerre mondiale, Galina, Nikita et leurs 2 enfants furent envoyés dans un goulag en Iakoutie. Ils furent libérés en 1953, peu après la mort de Staline. Et le 1er décembre de la même année, naquit Anton Nikitievitch. À Mirny, îlot de béton de la taïga, les gratte-ciel ont poussé autour du cratère comme une ronde de champignons. Le froid y est redoutable. Les Russes y sont largement majoritaires et l'extraction de diamants fait battre le cœur de la ville.
Anton travaillait à la mine comme responsable des forages à grande profondeur. Envoyé quelques années plus tard à Cuba pour des prospections, il avait réussi à rejoindre les États-Unis et avait obtenu sa green card en échange de quelques informations sur cette Iakoutie hermétiquement close depuis des siècles. Puis, il se maria au Mexique avec Yatzil, une Guatémaltèque rencontrée lors d'un voyage. Les astronomes amateurs contribuent de manière significative aux avancées de l'astronomie. Leurs observations assidues ont souvent aidé à la localisation de corps célestes, alors que les professionnels passent la majorité de leur temps devant des écrans d'ordinateur ou à rédiger des publications. Amateur éclairé, Anton a construit son propre télescope et en a poli lui-même le miroir. Dans la région, l'éclairage public, quasi inexistant, permet une qualité d'observation exceptionnelle, exempte de toute pollution lumineuse. Depuis quelques années, Anton collabore avec un réseau international qui surveille les corps célestes susceptibles de croiser l'orbite terrestre, voire de s'y écraser. Les corps célestes les plus menaçants sont les astéroïdes aux orbites très elliptiques ainsi que les comètes. En 1908, la météorite de la Tunguska a laissé des traces toujours visibles. Mais le blackout soviétique autour de cette catastrophe n'en laissa jamais rien filtrer. En ont-ils retiré à l'époque des informations scientifiques capitales ? Personne ne sait. Depuis les années 2000, la situation planétaire de plus en plus instable oriente les esprits vers l'espoir d'un monde meilleur, dont l'avènement, d'après les prédictions des nombreuses sectes de l'époque ou les mises en garde de scientifiques, passeront par une catastrophe mondiale, un grand reset de la planète. Les problèmes d'environnement s'avèrent beaucoup plus graves qu'annoncés et la tension monte partout. La race humaine, dernière espèce de l'évolution, est socialement bien moins évoluée que les abeilles ou les fourmis et risque sa propre survie à cause de son incapacité à décider collectivement. L'humanité entière est sur le Titanic et certains se barricadent dans leur cabine de première classe. Anton vit frugalement, loin de l'agitation du monde. Il a mis un peu d'argent de côté et arrive à subvenir aux besoins de sa famille en publiant des articles scientifiques. Passionné depuis toujours par les étoiles, en poète, en petit chroniqueur du cosmos, il ne se lasse pas d'observer Saturne, Orion, les Pléiades et autres merveilles du firmament. Il s'est nommé président à vie d'une association imaginaire, le Front de lutte contre l'expansion de l'univers, dont il tient à rester le seul membre. L'idée de se battre contre l'inéluctable, l'irréalisable, la certitude de ne jamais atteindre son but, le rassure. Nous sommes le 21 juin 2012. Il est 2 heures du matin. Anton revient de la fête du solstice à Palenque, la tête pleine de musique et de couleurs. Un vent chaud charrie des aboiements lointains à travers le bruissement des feuillages. La maisonnée est couchée et, comme à l'accoutumée, Anton s'installe devant son télescope. L'objet principal de ses observations sont les géocroiseurs, c'est-à-dire les corps célestes dont l'orbite croisera celle de la Terre. En 2004, un astéroïde de la taille de la Tour Eiffel a frôlé la Terre et les scientifiques ne s'en sont rendus compte que 3 jours après. Chaque semaine, de nouveaux corps célestes sont découverts et Anton intègre leur position dans un logiciel de sa fabrication, capable de détecter les trajectoires dangereuses. Cette nuit-là, tout est calme. Le vent a chassé les brumes de chaleur. Souvent, Anton imagine toutes sortes de scénarios. Que faire en cas de menace sérieuse ? Lancer une fusée à tête nucléaire en direction de l'astéroïde ? Cette solution, déjà énoncée dans quelques ouvrages de science-fiction, est celle qui vient directement à l'esprit. Mais les débris irradiés retomberont immanquablement sur la Terre, causant tout autant de dégâts.
Sinon, dévier la trajectoire? Facile à dire. Son regard est soudain attiré par une alarme dans un coin de l'écran. Le logiciel affiche en rouge les coordonnées spatiales d'un objet céleste inconnu, présentant de fortes probabilités de collision avec la Terre. Anton s'était à moitié endormi, et après avoir rassemblé ses esprits, il comprend que quelque chose de sérieux se prépare. Après quelques secondes de sidération, il commence à réaliser la gravité de la situation. Les chiffres et les courbes qui défilent devant ses yeux lui donnent le vertige. Tout dans le cosmos est parfaitement réglé depuis la nuit des temps, et rien ne pourra dévier cet astéroïde de son destin. Cette nuit du 21 juin 2012 sera la plus éprouvante de sa vie. Mais il ne se doute pas encore qu'une autre nuit, bien plus longue, bouleversera le reste de son existence. Accroché à sa table de travail, il vérifie fiévreusement ses calculs jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Les trajectoires des objets réputés dangereux sont presque tous répertoriés. Mais seul le logiciel d'Anton a été capable de calculer que Némésis, un astéroïde massif, sera percuté par la comète Ibris 220-284. La collision déviera la trajectoire de l'astéroïde vers la Terre et celui-ci s'abîmera dans la mer du Labrador, entre la pointe du Groenland et Terre-Neuve, le 21 décembre 2012 à 12h02. Jilinda, Yakoutie, le 20 septembre 2012. Et il les a mis sur la luz. Eleonora Pavlovna donne son cours de français dans la petite école primaire de Jilinda. En Yakoutie, le français était naguère la langue des relégués, des comploteurs, de ces familles aristocratiques bannies et qui ne parlaient pas un mot de russe, le français étant la seule langue pratiquée à la cour impériale. Eleonora a rendez-vous à 14h avec son mari pour charger la glace. Le premier lac, situé en contrebas du village, est réservé au bétail. Les familles s'y relaient pour y entretenir les trous d'eau avant qu'ils regèlent. La découpe de la glace au mois d'octobre est une tâche indispensable. Quand les eaux immaculées du deuxième lac en amont gèlent sur une vingtaine de centimètres de profondeur, les habitants y tronçonnent la glace en blocs et les entassent sur la berge. Ce sera leur seule source d'eau pour le long hiver de septembre à mai. La maison, tel un nouveau-né, ne peut rester sans surveillance. Eleonora ne laissera jamais le poêle s'éteindre au risque de voir éclater toutes les canalisations. C'est le lot de toutes les izbas yakoutes qui, construites en gros rondins de bois, sont très confortables tant que le poêle est alimenté. Dans l'appentis, à l'entrée du logis, une pile de blocs de glace, des denrées diverses et de grands poissons gelés rigides comme des battes de baseball sont entreposés à la température extérieure. Eleonora rabote ses poissons pour en manger des copeaux gelés, avec une pincée de sel, un délice. La cueillette des différentes baies est un autre rituel. Seule source de vitamines pour un long hiver, elles entrent dans la composition de nombreux mets et boissons. Au-delà du cercle polaire, la population manque cruellement de vitamines. Disposant de peu de moyens pour acheter les quelques légumes frais disponibles, beaucoup d'entre eux perdent leurs dents prématurément. Sur la table yakoute, pain, viande de renne, confiture de baies et produits laitiers se déclinent de toutes les manières. De temps à autre, ils savourent quelques pommes, ramenées de la capitale par les rares camions remontant le fleuve vers Tixi, tout au nord. Comme tous les produits d'importation, les fruits sont rares et chers. Et depuis l'avènement de l'économie de marché, ceux qui n'ont pas pu s'adapter se sont considérablement appauvris. Ainsi, à Jilinda, comme dans la plupart des autres villages, les hommes sont absents. Ceux-ci vivent de longues périodes dans la forêt pour assurer la subsistance de la famille, revendant le surplus de la chasse pour s'offrir quelques extras. Le renne leur procure aussi la fourrure pour les vêtements.
Leur chapka en zibeline, hermine blanche ou renard argenté leur donne un air altier. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Éléonora. Tripes du poulain fraîchement tué et vin pétillant du Caucase. De Djilinda à Oleniok, Iakoutie, le 10 décembre 2012. Djilinda est caressée par les aurores boréales des grands froids. Semblables à des spectres, ces immenses rideaux brillants glissent dans la nuit polaire au gré des orages magnétiques. Quand il fait très froid, les aurores descendent jusqu'au sol, dans un bruit d'arc électrique. Cette semaine, les enfants sont dispensés d'école. Dans toute la Iakoutie, passé 52 degrés au-dessous de zéro, la loi permet aux parents de garder les petits à la maison. Par cette température, personne ne s'attarde dehors. Au début de l'hiver, beaucoup vidangent les voitures de tous leurs fluides et les mettent en hibernation jusqu'en avril, pour éviter de devoir chauffer un garage pendant des mois. La gestion de l'eau est une science précise. Les familles sont plus économes en eau à Djilinda que dans le plus aride des villages du Sahara. La glace d'eau potable est découpée en blocs au lac et conservée dans la cave familiale creusée dans le pergélisol. Dans la maison bien chauffée, les gros cubes de glace déversés plusieurs fois par jour fondent lentement dans une barrique. Cette eau sert au lavage, à l'hygiène et à la préparation des aliments. Après usage, elle ne termine pas à l'égout. Le sol, gelé à certains endroits jusqu'à 1800 mètres de profondeur, ne permet pas l'installation de conduites d'évacuation. Cette eau grasse, à laquelle ils s'abstiennent d'ajouter tout détergent, est destinée au bétail. Auparavant, regroupées dans la ferme du Kolkhoze, les bêtes ont été distribuées aux familles après la chute du régime communiste. Actuellement, chacun possède son étable, ses 3 vaches, mais doit aussi faire face à toutes sortes de complications inédites, notamment être présent à tout moment et enlever rapidement les bouses. Ils ne peuvent pas les laisser s'accumuler sur le sol gelé, au risque de devoir les casser à la pioche. Le froid extrême crée un lien plus étroit avec la nature et ses rythmes. Ils prennent ce qu'elle offre au bon moment, tout simplement pour une question de survie. Éléonora a pris rendez-vous à Oleniok, chez son amie Constantina. Celle-ci, médecin diplômée de l'université de Moscou, est revenue au pays il y a déjà 30 ans. La route de Djilinda jusqu'à Oleniok est longue et pénible. Mais Éléonora a l'habitude et ne se plaint pas. La température intérieure du minibus tout-terrain dépasse à peine le 0 degré et rouler 18 heures sur des fleuves gelés est toujours une épreuve. Sur la route chaotique sculptée par l'embâcle de la rivière, les passagers sont secoués au point de devoir s'attacher au siège avec une écharpe ou une corde. La voiture quitte la rivière Kwonomka et bifurque sur un autre cours d'eau plus large, sorte de route nationale de glace entre la capitale et l'océan Arctique. Ils font étape dans le seul refuge de la région à 10 heures de toute présence humaine. Destiné aux camionneurs exténués qui font la navette avec le port de Tixi, le gîte offre dans une seule pièce un énorme poêle à bois, 6 lits alignés, une table et un évier. Les chauffeurs sont originaires du Kirghizistan, d'Ukraine, de toutes ces parties de l'ancienne URSS où la survie est devenue difficile. Les salaires élevés de cette vie spartiate leur permettent d'envoyer de l'argent à la famille, restée au pays. Éléonora ne passera pas la nuit dans ce dortoir de fortune, mais elle partage avec plaisir leur repas composé de viande, de rennes et de pain. Ils parlent de leur vie, de leur famille, louent la taïga pour sa beauté et son immensité.
Certains repartiront dans la nuit, sur la route du fleuve, après avoir bu leur litre de vodka. Mais à part fourvoyer leur camion dans la neige et s'endormir sur leur volant, ils ne risquent pas grand-chose. Sur la route, le chauffeur d'Eleonora a une main posée sur son kalachnikov. Il a repéré des traces de rennes sauvages et une bête vaut un bon prix sur le marché de Yakoutsk. L'homme est un évenk de cette ethnie chassée dans la toundra il y a quelques siècles par les Yakoutes venus de la région du Baïkal, plus au sud. Après avoir dévissé le capot du plafonnier, qui sert à éclairer l'habitacle, le chauffeur le remplit une nouvelle fois de vodka et le propose à Eleonora, qui décline. Elle commence à se demander dans quel état ils vont arriver à Oleniok s'ils continuent à s'enfiler des plafonniers remplis de vodka. Ils quittent le fleuve pour traverser la forêt sur une route défoncée. Quelques kilomètres plus loin, ils font une courte halte à l'arbre rituel. Les voyageurs de passage y accrochent des ballons, des tissus, des offrandes de toutes sortes. Dans les aspérités de l'écorce se trouvent des pièces de monnaie, des cigarettes, des photos. Eleonora offre un quartier de pommes. Le chauffeur laisse une demi-bouteille de vodka au pied de l'arbre pour remercier les esprits et solliciter leur protection pour la suite du voyage. Vers 5 heures du matin, la voiture quitte brutalement la route. Le chauffeur s'est endormi au volant après 12 heures de chaos et une dizaine de plafonniers bien remplis. Le tout-terrain est immobilisé en contrebas dans 2 mètres de neige. Impossible de le faire bouger. Il se résigne à attendre qu'une voiture passe sur la piste. Dans 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Eleonora peste. Elle risque de rater son rendez-vous avec Constantina. Après 7 heures d'attente dans un froid glacial, un camion providentiel les tire de là grâce à son treuil. Il fait moins 45. Il était grand temps. C'était Le monde circadien sur les traces de Taïga Maya, premier épisode. Écrit et réalisé par Thierry Van Roy, lu par Christine Vanacker, avec la voix de Mélanie Gabriel. Musique, montage, mixage, Thierry Van Roy. Dear our brother, Father, Son,
Olar dar